Ah, Djibril Cissé, les amis, c'est pas n'importe qui. Imaginez un mec qui a autant de coupes de cheveux que vous avez de paires de chaussettes. Né le 12 août 1981 à Arles, ce phénomène a fait vibrer les stades plus fort que votre téléphone un samedi soir dans un bar bondé. Avec des passages remarqués à l'Olympique de Marseille, Liverpool et même un petit tour à la Lazio, il a plus voyagé que votre cousin qui s'est pris une année sabbatique. Cissé, c'est pas juste un attaquant qui marque des buts, c'est un artiste avec ses pieds, un peu comme si Picasso avait décidé de peindre avec des crampons. Et ses tatouages? Une expo ambulante, mes amis. Maintenant qu'il a raccroché les crampons, il se balade entre la mode, la musique et des projets caritatifs, prouvant qu'on peut sortir du foot, mais que le foot, ça sort pas de toi. Djibril, c'est l'exemple parfait que même après le coup de sifflet final, dans la vraie vie, on n'est pas hors jeu. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Purple Lounge. C'est notre premier Stars and Stories ce soir avec un footballeur de légende, Djibril Cissé. Allez, allez. Allez Djibril, mais il faut trouver le passage. Voilà, le micro, on est bien ici au Purple Lounge. Merci d'être présent ce soir pour cette soirée avec Djibril qui publie chez Talent Édition Ma vie de footballeur, écrit avec Thibaut Geffrotin, qui est journaliste sportif, mais aussi fan, je ne sais pas si vous avez parlé de Johnny Hallyday ensemble, mais qui est un grand fan de Johnny. C'est un livre, un petit mot, parlons-en tout de suite, parce qu'après j'ai peur qu'on oublie de le dire, un livre qui est émaillé de conseils aux jeunes footballeurs. Est-ce que, quand tu as pensé à ce livre, as-tu d'abord pensé aux jeunes footballeurs que tu fus toi-même? Bonsoir déjà, merci d'être venu, merci le Luxembourg, merci. You never walk alone, always. Pour revenir au livre, du coup, donc c'est mon deuxième. J'ai fait une biographie plus classique au départ. Et là, on a voulu faire un livre un peu plus léger, un peu plus facile à lire pour les lecteurs. Et aussi, je suis dans une période où la transmission est vraiment importante pour moi. Même à 40 et quelques, c'est déjà le moment de penser. Hein. Exactement. Et du coup, on a eu l'idée avec Emmanuel, l'éditeur de Talent Édition, de mettre à chaque fin de paragraphe un conseil qui peut aider les jeunes footballeurs ou pas, même c'est des conseils de vie aussi, et éviter des erreurs évitables du coup. Ouais. Nous allons regarder quelques photos ce soir, vidéos aussi. On va commencer tout de suite, Djibril, par la première. Voilà, une photo que tu connais bien, Djibril. Ouais. Et il y a des maillots, tiens, regarde, voilà, des maillots. Oui, il y a des Marseillais à l'étage. Jusqu'au Luxembourg, on est là. Oh là là, jusqu'au Luxembourg, on est là. La première phrase du livre, Djibril, c'est celle-ci. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Peut-on penser que même sur cette photo, c'était déjà là parce que c'était dans ton ADN? Ouais, parce que mon père était footballeur pro, ancien footballeur professionnel. Donc c'était assez évident. Mon grand frère aussi a été professionnel, a joué au Nîmes Olympique avec un certain Eric Cantona. Mon père international ivoirien aussi, mon frère aussi d'ailleurs. Et c'était logique et il y a même pas eu d'option en fait, il y a même pas eu d'autre choix. Ça a toujours été évident. Tu es le benjamin de 7 enfants, 3 filles, 4 garçons. Est-ce que ton premier souvenir de toucher de ballon, celui dont tu te rappelles, mais il y en a eu probablement avant même que tu ne t'en souviennes? Ouais, il y a une anecdote assez folle, c'est que mes premiers pas ont été sur un terrain de football. Ma mère est allée voir mon grand frère donc Abou jouer à Saint-Martin-de-Crau et je me suis levé, je suis allé chercher mon frère sur le terrain, donc c'était mes premiers pas, donc c'était sur le terrain de foot de Saint-Martin-de-Crau, donc c'était peut-être un signe du destin.
Donc tu as grandi à Arles, où on dit en Arles, En Arles, comme s'il on vous dit plaît, en Avignon, en Arles. oui. Et tu as intégré à 8 ans l'Athletic Club arlésien, Ça. l'AC Arles. Mm. Et déjà, tu courais très très vite. Ouais, c'était ma force. J'étais un peu plus grand que les autres, très mince, et je courais très très vite. Ouais. Mais il a fallu choisir à un moment donné entre le foot et l'athlétisme. Ouais. Tu aurais pu aussi prendre la filière de l'athlétisme. Ouais, mais mon amour et la passion du football étaient beaucoup trop fortes pour que j'arrête. Et à 13 ans, sport-études, le centre de formation à Nîmes, 17 ans, signature du premier contrat pro à Auxerre. Et à 18 ans, tu es espoir du foot. C'est allé. Alors, bon, c'est peut-être normal finalement, ce sont les âges normaux, mais on se dit que ça a quand même été plutôt vite, non? Non, c'est pas normal. Ah, C'est ça. pas non, à 17 ans, on est censé avoir une jeunesse, on est censé avoir une petite copine, on est censé faire des bêtises, d'avoir des sorties. On n'est pas censé être enfermé 24 sur 24 et être formaté football. C'est ce que j'ai voulu, c'est la vie que j'ai voulu, c'est le chemin que j'ai voulu emprunter. Mais un jeune de 17 ans ou de 16 ans a besoin de voir des gens. Le choix de l'AJ Auxerre, Mm. qui a choisi? Est-ce ton choix? Est-ce que avec l'entraîneur en Arles, c'est une décision collective? Non, entre Arles et Auxerre, il y a eu Nîmes. Il y a une Nîmes aussi. Faut pas Oui, l'oublier non c'est plus. vrai. Le centre de formation à Nîmes. Ouais, il y a eu Nîmes et il y a une compétition quand on est jeune qui s'appelle, c'est une interligue en fait. Donc entre régions, on se joue. Moi, j'étais au Languedoc-Roussillon et on a fait un tournoi où les phases finales étaient à Clairefontaine. Et c'est là où il y a tous les recruteurs de clubs et Serge Courant, donc le recruteur de l'AGA à l'époque, que j'aime bien rappeler que ça part de lui en fait, parce que les gens bien sûr, on sait de Giroud, mais voilà, avant Giroud. ont le souvenir de ma relation que j'ai toujours d'ailleurs avec Giroud, mais la vraie genèse de mon arrivée, c'est Serge Courant qui est à l'initiative de ça. Ouais, on va regarder dans cette photo effectivement avec Giroud, personnalité ô combien importante. C'est vrai, on peut citer aussi Monsieur Gilles, qui était d'ailleurs, je parlais du premier, Alain Gilles, le tout premier entraîneur. Coach, ouais. Donc, à 16 ans, tu rencontres Giroud. Que représente toujours Giroud pour toi? C'est une espèce de deuxième papa, Giroud? Ouais, c'est une figure paternelle aussi. Mon grand frère aussi, j'ai ce ressenti-là pour ces deux hommes. Mais le coach, c'est spécial parce que déjà, moi, je devais signer à Montpellier à 14 ans, en fait, parce que mon oncle Mama Ouattara était directeur du centre de Montpellier. Donc, Auxerre se manifeste. J'avais pas vraiment l'envie de faire 700 km, être aussi éloigné de ma famille, c'était un peu compliqué. Jusqu'au jour où le coach appelle ma mère et qui vraiment la rassure et lui dit des mots qui sont forts. Qui dit je vais élever votre enfant comme si c'était le mien. C'est pas des paroles, on dit pas ça à tout le monde. Et du coup, ça a touché ma mère, ça m'a touché aussi, ça m'a rassuré. Et je me suis dit aussi que si je voulais prendre des risques et être le meilleur dans le football, il fallait que j'aille dans le meilleur des clubs. L'AGA sortait du doublé, donc de Coupe Championnat en 96. Et je me suis dit, c'est le moment idéal. Il y avait Nantes qui était un très bon centre à l'époque. Mais l'AGA avait l'habitude de sortir des jeunes talents, des jeunes pépites. On a sorti plein. Et du coup, je me suis dit, c'est le bon centre de formation pour moi, même si ça impliquait de voir ma mère qu'une fois, voire 2 fois par an. Effectivement, mais cela dit, Giroud a fait vraiment un très beau geste à l'époque. Et il y a comme ça, finalement, dans ton parcours, il y a des histoires très touchantes et émouvantes, dont celle-ci. Finalement, le lien s'est tissé de Giroud vers toi, mais vers toute la famille. Et il avait, en quelque sorte, établi une espèce de ligne entre Auxerre et Arles. Et il avait organisé la venue vraiment de la famille avec ton frère, ta maman, régulièrement à Auxerre. Ouais, il avait glissé ça dans le contrat. Pour lui, c'était important que je vois mes proches au moins une fois. Pour ton bien. Une fois entre le début de saison et Noël.
Donc, il avait mis ce protocole-là en marche. Et voilà, comme quoi, c'est quelqu'un il sait que si l'humain marche, l'athlète marchera. Et c'est important de dissocier les deux. Voilà, il y a l'homme et l'athlète. Et si l'humain ne fonctionne pas ou n'est pas bien, ben, on ne peut pas performer à son maximum. C'est probablement c'est la vie de tous les jours, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est probablement pour ça aussi qu'il t'a réservé plus tard une autre belle surprise, parce que tu as alors la première idole peut-être pour toi, c'est JPP. Ouais, première et la seule et l'unique dans le football. Jean-Pierre, c'était et c'est d'ailleurs toujours pour moi l'attaquant parfait. C'est le mec qui a un mental hors norme. Devant le but efficace, j'ai rarement vu. Et du coup, ouais, j'ai une période où je marquais beaucoup moins que d'habitude. Ça commençait à être chaud, voilà, niveau presse et niveau même mes coéquipiers commençaient à avoir un peu de doute sur mon niveau. Et le coach a eu la bonne idée de faire venir Jean-Pierre Papin. Du coup, on a fait une séance de reprise de volée. Oui, c'était une vraie surprise. Hein, ouais, tu t'y attendais pas. C'était une vraie surprise. En fait, je crois qu'il t'a convoqué un lendemain de match. Hein. C'était un jeudi après-midi ou dans un jour de repos. Jour de repos, voilà. Faut savoir que j'étais très têtu, très dur. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Un petit con, on peut le dire. Okay. Et le coach me dit, donc en fin d'entraînement du matin, il me dit ce soir, cet après-midi, tu viens. J'ai dit mais il y a repos cet après-midi. Il me dit pose pas de questions, tu viens. Ça me faisait chier, mais je suis venu du coup. Et je rentre dans le vestiaire et je vois Jean-Pierre Papin qui est assis sur mon casier. Et je dis ouais, j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Ouais. Bon, on va évoquer une date, le 5 août 2000. Ça se passait à peu près à 50 km d'ici, Djibril. Alors, on est où? Luxembourg. Ok, premier but en Ligue 1. C'est ça? Ouais. Ça se passait à Metz. Ouais, pour mon premier but en Ligue 1 contre Metz. Metz. Non, c'est... Ah ouais. Attention, alors là, tu vas sur un terrain sensible. Hein. Metz, pardon. Et du coup, désolé de vous avoir marqué un but. Hein. Excusez-moi. Les excuses étaient attendues depuis quand même quelques années. Ouais, mon premier but, j'attendais ça depuis tout petit. Il y avait Castendeutsch encore à l'époque. Donc Sylvain Castendeutsch. Ouais. Et il y avait Mondragon dans les buts, si c'est ça. Hein. Voilà. Comme quoi, Metz, à vie. Hein. Il y a une tribune Metz là, finalement, au Purple Lounge ce soir. Ah non, c'est plus que la tribune là. Il y a un Purple Metz, un Purple Grenat. Ouais. Mais c'est donc du coup, je serai toujours à vie lié à ce club. Mais cela dit, tu es entré, ton entrée c'était à 10 minutes de la fin. Hein. Ouais, je suis rentré en fin de match et je marque. Et je crois que je donne la victoire. Je crois que ça fait 2-1, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. 2-1. Donc, ouais. Et j'ai marqué quelques fois là-bas à Metz, on va pas se mentir. Alors je sais pas si tu venais, mais ça rappelle une chanson de Dalida. Avec Marseille, j'ai marqué 2 fois. Avec l'équipe de France, j'ai marqué aussi contre la Hongrie. Ouais, donc il se rappelle. Hein. Saint-Symphorien. Donc ça rappelle une chanson de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans et tu venais d'avoir 18 ans. Tu avais 18 ans, pas encore 19 ans. Et tu dis la vie de footballeur pro est unique. En quelques buts, tu deviens une vedette. Ouais. Cette notoriété est arrivée là très rapidement avec Auxerre. Ouais, c'est venu assez vite. Ma première vraie saison, c'était 2001 du coup. Et une autre anecdote assez marrante, c'est que je suis à la Coupe du Monde moins de 20 ans, moi juste avant en Argentine. On se fait éliminer en quart de finale. Et je suis censé avoir 3 ou 4 semaines de vacances pour récupérer. Et donc ça me faisait rater les 3 ou 4 premiers matchs. Et au bout d'une semaine, le coach m'appelle, donc Giroud m'appelle. Et il me dit, faut que tu rentres, il y a un blessé, faut que tu viennes, faut que tu rentres. Sauf que coach, ça fait une semaine que je suis en vacances et il faut que je rentre déjà. Donc du coup, j'écoute et j'exécute. Et du coup, je commence la saison et je mets 4 buts à Rennes et c'est là où vraiment le
ma saison et ma carrière commence. Donc j'ai bien fait de l'écouter. Giroud, après toutes ces années, tu l'appelles encore coach ou tu l'appelles Guy? Tu l'appelles comment? Ah non, coach et toujours. Vous. Coach et vous, bien sûr. Ah non, il y a un respect, Ah oui. Même si vous tous mes connaissez, coachs, tous mes coachs, non, il y a pas de. Des décennies. Ah oui, jamais de. Il y a un respect à avoir et il y a une hiérarchie. Il y a le président, le coach, les joueurs. Donc on ne tutoie pas. Ah non, c'est pas mon ami. Non. Personne ne. C'est général. En général, c'est comme ça. Non, il y en a qui arrivent à tutoyer leur coach avec les années, avec une affinité qui se crée, mais non, ça sera toujours le coach et toujours vous. Alors il y a aussi un chapitre de l'histoire qui est marrant à raconter. C'est les sorties. Comment Giroud contrôlait. Ça c'est presque un sketch. Hein, c'est assez croustillant quand même. Ouais. Il y a eu l'histoire de la mobilette. Vous la connaissez, de Basile? Ok. Ça c'était pas moi. Il y a eu l'histoire de la musique pour annoncer qu'il y avait le coach. Oui, c'est ça. Donc ils avaient trouvé un système avec le DJ, ils s'étaient mis d'accord que quand il jouait une certaine musique, ça veut dire que le coach était là et qu'il fallait prendre la route. Donc ça, ouais, c'était un truc, mais sauf que le coach était beaucoup plus malin qu'eux parce qu'il travaillait avec les videurs et il savait que quand il y avait cette musique-là, ça veut dire les joueurs, ils partaient, donc ça veut dire qu'ils étaient là. Bref, il est beaucoup plus intelligent que nous. Moi, il m'a eu sur le péage. Ah oui, parce qu'il avait tout un réseau, pas que juste dans la boîte, mais péage d'autoroute, enfin, etc. Ouais, moi, il m'a eu sur le péage et en fait, je joue. Donc, tu as été flashé finalement. Ouais, France-Espagne en espoir. Je me blesse en plus. Et sauf que le lendemain, j'avais un événement pour Adidas. J'étais sponsorisé Adidas à l'époque. Et c'était le lancement des chaussures sur mesure. Donc, ça se faisait pas et c'était voilà, à l'époque. Donc, je devais aller chez mon équipementier. Sauf que j'ai la cheville qui est comme ça et que j'ai soin le lendemain et que le coach veut absolument que je joue le week-end. Donc là, je suis vraiment dans un dilemme parce que j'ai mon équipementier et mon club. Donc, allez, je m'arrange avec le kiné. On rentre de Brest parce que ça aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne voulait pas qu'on reste après les matchs parce qu'il avait peur des sorties. Donc, du coup, il envoyait un avion nous chercher après les matchs pour nous ramener directement à la maison. Donc, du coup, je rentre assez tard, je m'arrange avec le kiné, je fais mes soins. Je viens très tôt le matin faire mes soins et l'après-midi, je vais chez Adidas. Donc, je me dis, tout le monde est content, j'ai fait mes soins et mon équipementier aussi. Sauf que j'arrive, je me gare, je rentre dans le magasin, le téléphone sonne. Donc, à l'époque, il n'avait pas de portable à l'époque. Hein. Donc, le numéro du club qui m'appelle. Donc, je réponds. Le coach veut te parler. Je dis, oh là là. Donc, je décroche. Ouais, Jib, t'es où? Je dis, ouais, je suis aux soins, là, je viens de finir. Je suis aux soins. Il raccroche. Il me dit, ouais, soigne-toi bien, et il raccroche. Mais il sait très bien que je ne suis pas aux soins. Il me rappelle 10 minutes après. Il me dit, tu m'as dit, t'es où? J'ai dit, ben, je suis aux soins. Il me dit, arrête de m'apprendre pour un imbécile. T'es chez Adidas. J'ai quelqu'un qui est là dans le magasin. Un agent. J'ai dit, ouais, c'est un peu lourd. C'est un peu gros, mais bon. Bon, finalement, il y avait vraiment quelqu'un. Mais la vraie personne qui m'a balancé, c'est la dame du péage. Donc, c'est là où j'ai su que, en fait, Auxerre-Paris, c'est ou l'autoroute 1h30 ou la nationale 4h. Donc, autoroute. Ça va vite. Autoroute et il y a 2 péages. Donc, il y en a un à Auxerre et un à Fontainebleau. Donc, c'est pas la dame de Fontainebleau qui la balance. Donc, c'est la femme d'Auxerre. Après, il nous l'a dit que c'était son truc et il avait un système de places ou de maillots en récompense. Donc, il y avait des cadeaux, effectivement. Mais la plus belle, c'est pas celle-là. C'est pas, non? Non, c'est pas celle-là. Alors, la plus belle. À l'époque, c'était le classement, finalement, on remonte le classement. Ouais, la plus belle, c'est pas à moi, mais c'était fort. Il y avait les compteurs kilométriques à l'époque qui tournaient comme ça, là. Les 100 km, 200 km. Donc, il nous dit, je vous laisse 2 jours, faites pas les cons, partez pas, reposez-vous. Le repos, c'est pour se reposer. Blablabla. Et j'ai un ami à moi, que je tairai son nom. Sa copine habitait à Lyon. Donc, il y avait 200 km entre Auxerre et Lyon. Okay. Donc, les 2 jours se passent. On rentre. Fin de l'entraînement. Nous, on rentre et je vois le coach qui appelle donc, ce fameux joueur-là. Et je vois que ça lève les bras, que ça crie. Ouais. Ok, d'accord. Donc, je lui dis, mais il t'a dit quoi? Et mon pote, il sait plus quoi dire. Il me dit, ben, il sait que je suis allé voir ma meuf à Lyon. Je dis, ok, mais comment il sait? Il me dit, ben, il m'a dit que j'avais 86 400 km avant l'entraînement. Et là, j'ai 400 km de plus. Donc, Auxerre-Lyon, ça fait 400 km. Tu es allé voir ta meuf.
Et il a dit, j'étais obligé de lui dire oui, en fait. Et donc, il a avoué. Et il faisait ses comptes. Il regardait les compteurs kilométriques. Mais c'était Big C'est Brother. Hein. C'est vraiment un personnage. Et il y en a plus des comme ça. Et c'est dommage. Ouais. Est-ce que vous en reparlez enfin, bien sûr, il me sort des. Ouais. Et il oublie rien. Il oublie rien. Il adore la Ferrari jaune. Il adore la il adore la sortir, celle-là. Ah ouais. Mais en vrai, quand j'y pense, il a raison. C'est lui qui est dans le vrai. Donc, deuxième buteur de l'histoire de la JOCR avec 90 buts. Enfin, bon, on va peut-être en regarder quelques-uns des buts marqués avec il y en a. la JOCR. Et alors, tu es également commentateur, Djibril. Consultant. Ouais, consultant. Oui, consultant. Mais donc, tu pourrais peut-être commenter les buts que nous avons regardés. Je vais pas vous faire ça aujourd'hui. Allez. Non, les images, c'est mieux. Bon, regardons. Djibril Cissé qui obtient pour la seconde fois le trophée du meilleur buteur avec 26 réalisations. Chapeau. Voilà, quelques images. Vous n'avez pas mis ce contre Metz. Hein. On les a peut-être pas trouvés à l'époque, hein, effectivement. Donc, bon, c'est la période, enfin, tous ces matchs avec la JOCR t'ont ouvert les portes des frontières, on peut dire ça, Djibril? Ouais, mon époque au Serrois s'arrête et je signe à Liverpool, du coup. Et c'était un crève-cœur de quitter Auxerre, mais après la fameuse victoire aussi de la coupe d'ailleurs. Hein, mais il fallait que je passe un niveau supérieur, et en France j'aurais pas pu signer dans un autre club français à l'époque, hein, parce que j'ai joué à Marseille après et à Bastia, mais toujours. Et il fallait que j'aille à l'étranger, et le club de Liverpool était je pense le meilleur choix, parce que Gérard Rouillet, paix à son âme, et le coach était vraiment proche, et ils avaient préparé vraiment mon arrivée, et ça a été vraiment fluide. Qu'est-ce qui change vraiment dans la façon de travailler, dans l'ambiance quand tu passes de la JOCR à Liverpool, et tu changes de pays aussi, bien sûr? Ben, la langue, la façon de vivre, la façon de consommer le football, c'est pas le même football là-bas. C'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus physique. Moi, j'avais pas l'habitude de prendre des tampons et qu'on me regarde dans les yeux en me disant genre relève-toi, tu vois. Il y a des fautes en France, quoi. En Angleterre, il y a des tacles où ça siffle pas, et il faut être préparé à ça. Le défi physique en Angleterre c'est pas du tout le même combat qu'en France. Donc tu quittais Giroud, une relation très forte avec Giroud. Tu as noué des relations aussi fortes avec, alors peut-être même au-delà de Liverpool, avec les entraîneurs que tu vas retrouver au fil des équipes. Aussi fort que le coach, non. Mais Raymond Desmonnec est quelqu'un de très très important dans ma vie. Eric Guéret aussi, je l'adore. J'étais bien avec tous mes coachs. Mais Giroud, ça reste. Mais quand tu dis le coach, c'est Giroud, c'est ouais. Sous-entendu, hein, voilà. Effectivement. Eric Guéret, tu l'écris dans le livre, Djibril, un moment dans le vestiaire, quand il dit, alors, il y a des noms dans le vestiaire, j'en ai rien à foutre. Ouais. Si un jeune du centre de formation est plus performant qu'une vedette, il sera titulaire. Ouais, c'est mots, hein. C'est mots, et il me regarde droit dans les yeux en plus quand il dit ça. Donc j'ai compris que c'était pour moi.
Et il l'a fait parce qu'il m'a mis un peu sur le banc. Et il a fallu que je me batte pour retrouver ma place. Mais c'est ça aussi, c'est ça le football. C'est la vérité du terrain qui compte. C'est pas ce que tu as fait, c'est pas ce que tu représentes, c'est ce que tu donnes sur le terrain. Et c'était une période où j'ai donné un peu moins qu'un Mamadou Niang, par exemple. Les footballeurs qui sont vraiment des vedettes sont prêts, ou très connus, sont prêts à ces leçons d'humilité finalement. Ben, si tu n'es pas prêt, il se passe que tu joues plus trop et que c'est plus compliqué pour toi. Il faut accepter qu'il y a des périodes où tu es un peu moins bien. Il faut accepter qu'il y a une concurrence saine qui se passe dans le club et que c'est le meilleur qui joue. Et si tu n'es pas prêt à accepter ça, faut jouer au tennis. Hein. C'est ça. Ce que tu dis aussi, c'est qu'en cas de défaite, il y avait des débriefings particulièrement longs avec Eric Guéretz. C'était parfois quasiment image par image. Ouais, ça c'était. Quand on gagnait, ça allait. Ouais. Mais après une défaite ou un match où il n'était pas content, on savait qu'après le décrassage, c'était pratiquement tout le match arrêt sur image. Et il te pose la question, là, pourquoi tu as fait ça? Parce que ça, ok, d'accord. Moi, je pense que tu aurais dû faire ça. D'accord, ok. Et tout le match. Donc, très long. En Italie, le pays de la tactique, tu vas me dire si c'est courant, les entraînements sans ballon. Ouais, comme un peu un boxeur fait du shadow boxing, nous, on faisait du travail défensif, donc à vide, et juste le coach qui se trimballait de droite à gauche, qui faisait office de ballon, et on devait aller presser. Il y avait une chorégraphie de pressing à faire, et c'était des 30-40 minutes sans ballon et sans adversaire. Tu parlais tout à l'heure de Raymond Domenech, peut-être quelques mots encore. C'est vrai que les entraîneurs de l'équipe de France, donc aussi, que ce soit Roger Lemaire ou Raymond Domenech, et là également une relation forte avec Raymond Domenech. Ouais, Raymond, ça va c'est au-delà du football. En fait, son frère était un de mes premiers coachs après Monsieur Gilles à Arles. Et le neveu de Raymond a eu un accident très grave. Il est tétraplégique aujourd'hui. Et avec Raymond, on s'appelait, on prenait des nouvelles donc moi de son neveu. Et en même temps, c'était mon sélectionneur. Donc on avait cette relation-là très, très, très proche. Et on a grandi comme ça jusqu'au désastre de Neissner. Et où j'ai essayé de l'éviter un peu de partir, et parce que je me devais et j'avais cette relation là avec lui qu'il fallait que j'aille le voir dans sa chambre pour le. C'est vrai que ce désastre de Neissner, X années après, 14 peut-être en tout cas, on en parle toujours. Ah oui, on en parle toujours. Et on en parle. Ouais, on m'en parle. C'est toujours le même, le même sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. C'était la grève des joueurs. Hein. Ouais, mais nous, quand on est sur place, on se dit, on n'est pas d'accord avec la décision de la Fédé, donc on veut Par rapport à Nelka. À Nico, ouais. On veut montrer notre mécontentement, mais on réalise pas. Nous, on est en Afrique du Sud, on est coupé de tous les médias, on réalise pas ce qui se passe. Que toutes les caméras du monde sont braquées sur le bus. Voilà, dont personne ne descend. Donc on se dit, on marque le coup, on va pas s'entraîner, c'est pas bien grave, c'est ce qu'on se dit. Sauf que, comme vous venez de dire, 15 ans ou 14 ans après, on en parle. Donc c'est que c'était une belle connerie. Ouais. Tu nous fais entrer dans ma vie de footballeur, tu nous fais entrer dans le vestiaire. Et souvent, le terme utilisé quand on parle des vestiaires des footballeurs, on dit le sanctuaire. Donc, ouais. C'est un terme qui est utilisé. Hein. Oui, c'est un peu notre endroit où on se sent libre, où on est tous ensemble, où on peut se dire les choses, et ça doit rester dans le vestiaire, normalement. Donc effectivement, c'est un peu, tu dis, c'est le bureau du footballeur. Ouais. Donc le footballeur aménage finalement son espace dans le vestiaire. Ouais, dans le vestiaire, on a chacun notre casier. Et on le décore un peu comme on veut. Moi, j'avais des photos des photos de famille, des photos de mes enfants. J'avais
mes crampons bien rangés, j'avais mes accessoires bien rangés aussi. Je suis quelqu'un de très droit, très carré. Et c'était pour toi très rangement. important avant les matchs d'avoir tout cela, que ce soit aussi le chapelet de ta grand-mère, par exemple. Aussi, ouais, aussi Donc, j'avais beaucoup d'effets Il y a personnels. tout un rituel dans le vestiaire. Ouais. C'était important de retrouver ce rituel. Tu te disais peut-être que si tu n'avais pas ça, le match allait risquait d'être mal parti. Hein. Ouais, je suis très superstitieux, très superstitieux. Et voilà, par exemple, de pas avoir. J'ai marqué 4 buts avec une paire de chaussures, de pas avoir cette paire de chaussures là, ça pouvait me faire me faire dire t'as fait une connerie, ça peut mal se passer aujourd'hui. Or que non, en fait. Et puis il y a le moment de la mi-temps dans le vestiaire. Alors tout dépend comment s'est passée la première mi-temps, bien évidemment. Si la première mi-temps ne s'était pas très bien passée, c'est souvent un moment de soufflante, enfin Ouais. de voix qu'on entend depuis les couloirs. Ouais, il y en a eu, hein. Il y en a eu des belles. Il y a eu des mi-temps assez mouvementés avec le coach, avec Eric Guéretz, qui avait pas sa langue dans sa poche. Quelqu'un de très droit, très franc. Et il s'en foutait de qui il avait en face. Donc il y a eu des mi-temps mouvementés, comme il y a eu des mi-temps exceptionnels comme Istanbul. Alors effectivement, c'était l'idée, c'est que tu nous racontes dans les belles histoires. Il y a effectivement, tu consacres un chapitre, le chapitre 6 du livre au vestiaire d'Istanbul. Et là, ça ne se passe pas du tout comme on aurait pu s'y attendre finalement. Hein. Ben, non, parce que déjà on perd 3-0 à la mi-temps. On est dominé totalement par le Milan AC. Et on se dit comment on va faire. Et moi je suis remplaçant à ce moment-là et je redoute la mi-temps parce que je me dis le coach va péter un câble et que ça c'est une finale de Ligue des Champions, ça risque d'être chaud. Et du coup on rentre dans le vestiaire, il nous laisse 2-3 minutes pour souffler et il nous fait un discours qui est plein d'espoir, plein de il est serein, quoi. Il est serein, il nous dit ouais, on n'est pas ridicule, il nous dit. On a eu quelques actions et juste avant leur premier but, il y a une faute, il y a une main dans la surface qui est pas sifflée. Donc sur le contre, on prend un but. Donc on peut potentiellement mener si le penalty avait été sifflé. Et il est étonnamment calme. Et on se dit bon, pourquoi pas. Donc il nous transmet ça, il nous transmet son calme, il nous transmet sa sérénité. Le capitaine Steven Gerrard se lève et fait un discours assez poignant, assez fort. Lui, il est de Liverpool, il est né à Liverpool. Il a vu dans le temps les capitaines lever les trophées et il n'est pas loin du but et il a envie de le soulever aussi. Et du coup, ça nous booste, mais on est toujours à 3-0, quoi. Puis il y a une petite anecdote marrante qui se passe, c'est que le coach fait sortir Finan, donc notre arrière droit. Non, il fait sortir Traoré, Jimmy Traoré. Donc Jimmy il va à la douche, se douche. Entre-temps, Steven Finan se plaint, donc il fait sortir Steven, mais il doit faire re-rentrer Jimmy, qui ne devait pas jouer, qui est sous la douche, plein de savon. Donc l'adjoint va chercher Jimmy dans la douche. Et Jimmy lui dit, ben non, le coach il vient de me dire de sortir, donc non, mais il se douche. Et il en a rien à foutre de ce que l'adjoint lui dit. Et du coup, le coach se déplace dans la douche, donc va chercher Jimmy. Et donc Jimmy re-rentre et il fait la mi-temps extraordinaire. Donc tout était fait pour que la deuxième mi-temps se passe autrement. C'est ça, effectivement. Donc c'était foutu et puis c'est un moment inoubliable. Ouais, et du coup, pour ceux qui connaissent pas ce match-là, du coup, on revient à 3-3 et on gagne au penalty. Ouais, c'est quand même incroyable. Un petit mot aussi sur ceux que tu appelles les ambianceurs des vestiaires. Ouais, il y en a. Il y a notamment Ribéry. Ouais, Franck, génial. Oui. Génial, plein de conneries. Mais vraiment. Par exemple, vous savez ce que c'est du Dolpic, la crème qui chauffe là, le musclor. Voilà, ça dans ton caleçon. Il aimait bien couper les chaussettes.
Ah Donc, ouais. il coupait les bouts des chaussettes. Donc, quand tu mettais ta chaussette elle remontait bien là. Il a mis du mercurochrome dans un gel douche de Bolo Zenden. Donc, ouais, il était bien rouge pendant quelques jours. Il a déplacé la voiture de Tai Teo. Ça, c'était marrant. Il a mis sur une colline un peu bien haut, là. C'était marrant. Et ouais, après, son truc, c'était le sel dans l'eau. Donc, tu te levais, tu allais manger, il mettait du sel, tu buvais. Hmm. Donc voilà, mais vous l'aimiez. Hein. Joueur exceptionnel Ah ouais. et super coéquipier, vraiment. Ce que tu dis, Djibril, ta spécialité quand tu intégrais une nouvelle équipe, c'était de marquer un but dès le premier match. Et si possible, au bout de quelques minutes de jeu, c'est un peu finalement pour marquer, du coup, un peu marquer ton territoire, non? Bon, après, c'était pas fait exprès. Hein. J'ai essayé de marquer, de faire ma place assez vite. Et ça, c'est arrivé à Liverpool, premier match, à QPR, premier match, à Sunderland, premier match, Marseille, un peu plus de matchs, OCR. Donc ça m'est arrivé assez, Panathinaikos aussi. Donc c'est vrai que j'avais l'habitude de marquer assez rapidement dans la saison. Sélection en équipe de France, première sélection à 20 ans. J'ai regardé quand même pour comparer. Mbappé, c'est à 18 ans. Bon, 20 ans, c'est jeune. 20 ans à l'époque, c'était 18 ans de maintenant. C'est ça. Quand tu apprends que tu es sélectionné en équipe de France, comment réagis-tu? C'est marrant ça aussi. Ouais, parce que je suis en pleine sieste quand Henri-Émile Riton m'appelle. Donc mon téléphone sonne, je décroche. Bonjour Djibril, c'est Henri-Émile, manager de l'équipe de France. Tu viens avec nous en équipe de France? Ouais, d'accord. Je raccroche au nez, je dors. Mon téléphone sonne encore 2 fois. Non, Djibril, c'est pas une blague. Oui, d'accord. Merci, je raccroche. Je dors, mais du coup, je gamberge. Donc, je fais quelque chose de très rare, c'est que j'arrive en avance en entraînement. Je tape au bureau du coach et je lui dis, coach, j'ai reçu 2 appels et tout. Mais je vois que le coach, il est énervé, alors que j'ai rien fait. Je viens juste d'arriver, il est énervé dans son bureau. Et il me dit, ben oui, Henri-Émile, il t'a appelé 2 fois, tu as raccroché au nez. Pour qui on passe, nous, maintenant? La JOCR, on a un club de... J'ai dit, mais coach, mettez-vous à ma place. J'ai 20 ans, on me dit, tu es en équipe de France, tu vas rencontrer Zidane bientôt. Non, ça passe pas. Non. Donc, c'était prévu qu'il me l'annonce. Et du coup, j'ai un peu gâché la fête. Mais c'était un moment extraordinaire. Après, j'ai dû rappeler, bien sûr, Henri-Émile et je me suis excusé. Mais bon, ça m'est arrivé 2 fois. Ça m'est arrivé aussi avec Luc Besson. Et justement, donc, Djibril rencontrait Zidane. Ouais, oh là là. Ouais, c'était un moment assez fou. Parce que moi, je suis arlésien, fan de Marseille. Donc Zidane, voilà, c'est un joueur que même pour les non-marseillais, c'est un joueur exceptionnel. Et je redoutais ce moment, carrément. J'avais peur de mal me comporter devant lui. Et je me dis, bon, voilà, maintenant mais comment vais-je lui adresser la parole? Ouais. Donc maintenant, tu y es et ben, on fait quoi en fait? On fait quoi? Donc la prépa se passe, il n'est pas là parce qu'il est en finale de Ligue des Champions. Nous, on est au Japon, on arrive au Japon et du coup, ben, Zizou finit son match et il arrive. Et juste, voilà, il a ouvert la porte, il est rentré dans la pièce, il s'est passé un truc. Il a ce charisme-là, il dégage un truc. Il dégage un truc. Et quand il est rentré dans la salle, il a éteint tout le monde. Calme? Très calme. Sauf très calme, ouais. Très souriant, très marrant, mais il dégage un truc. Très calme, sauf une fois finalement. Ben c'est un homme. C'est un homme, c'est un humain. Il a eu une réaction que lui-même regrette, mais on arrive on l'excuse tellement on l'aime en fait. Et ce que tu dis d'ailleurs concernant Zinedine Zidane, c'est qu'en quelques secondes, il passe de idole, même si ta première idole c'est Jean-Pierre Papin, mais quand même de idole intouchable à coéquipier. Ben ouais, c'est ça qui était fou, c'est que je raconte un truc sur un sac là, l'histoire du sac. En fait, moi j'ai un sac et c'est marqué numéro 10 dessus. C'est un sac qu'Adidas m'a donné et c'était une collection où il faisait des numéros et j'ai le numéro 10. Et Zizou passe à côté de moi, il me dit ah t'as mon sac. Mais en rigolant, il passe et il s'en va. Sauf que moi Zidane m'a dit que j'ai mon sac. Non, j'ai pas son sac. Donc je rentre dans ma chambre, je vide le sac,
Je tape à sa porte et je vais lui rendre son sac. Même si c'est pas son sac. Mais il a dit que c'était son sac, donc je lui donne. Il ouvre la porte, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, tiens, je te rends ton sac. Il me dit, mais non, je rigolais et tout. J'ai dit, non, tiens, ça me fait plaisir et tout. Donc Zidane a un sac à moi, en fait. Zidane qui est venu un jour vers toi aussi pour te recruter pour le Real Madrid. C'était fou aussi. C'était fou, c'était en Coupe du Monde, du coup, au Japon. Donc, on n'a pas encore commencé. Zizou qui tape à la porte. Je suis avec Sylvain Wiltord dans la chambre. Et il vient, il prend des nouvelles. Ouais, ça va, ça se passe et tout. Ouais, tu fais quoi la saison prochaine? J'ai donné mon accord à Liverpool. Et c'est là où il me dit, ouais, on est intéressé, on te regarde. On est intéressé. Donc, malheureusement, heureusement pour moi, j'avais déjà donné mon accord à Liverpool. Et comme quoi, j'ai fait le bon choix parce qu'on gagne la Ligue des Champions l'année d'après. Donc 3 Coupes du Monde, Djibril, 3 euros. 40... Non, euros, j'ai pas. T'as pas participé aux euros? Ah non. Non. Bon. Mauvaise info alors. Ouais. Donc 3 Coupes du Monde, 41 matchs, oui. 41 sélections, ouais. Dont 8 en phase finale. Tu as marqué 9 buts. Ouais. Ouais. Un dans le cadre. Moi, je ne connaissais pas la Coupe des Confédérations. Ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. J'ai marqué contre la Nouvelle-Zélande, je crois. C'est ça. Et ouais, c'est un trophée. C'est le seul trophée que j'ai gagné avec l'équipe de France, donc c'est un trophée assez important. Est-ce que les matchs avec l'équipe de France sont davantage des grands souvenirs, du coup, le côté équipe de France dans le cadre de ces Coupes du Monde? Ouais, oui et non. Oui et non, parce que sur mes 3 Coupes du Monde, il y en a 2 où on est sorti au premier tour, dont Naïsna. Et l'autre où j'ai joué, j'ai un peu joué 2002. Et ça reste de bons souvenirs parce que c'est l'équipe de France, mais c'est pas les meilleurs souvenirs de ma carrière de foot quand même. Alors, pas meilleur souvenir non plus, les blessures. De ce côté-là, tu n'as pas fait des choses à moitié, on peut dire ça. Non, ouais. 2 vraiment terribles blessures avec double fracture. Ouais, tibia péroné, bien fait. C'était bien cassé comme il fallait, tu vois. Là, la douleur n'est... Bon, on dit parfois qu'aujourd'hui, des joueurs simulent. Hein. Ouais, non, là, elle n'est pas simulée. Hein. Non, c'était pas simulé. C'était bien douloureux, c'était bien cassé comme il fallait. Et c'était la veille de la Coupe du Monde. Donc, c'est ça qui était... Donc, est-ce que à ce moment-là, tu réussis à penser en même temps à tout ça, ou tu es surtout... tu vis cette douleur, quoi. Ouais. Mais où tu penses à ce qui est en train de t'arriver pour la suite? Non, pas vraiment. Surtout que ça, c'est ma deuxième. Et je me suis cassé la jambe avant avec Liverpool en 2 saisons avant. Et là, sur celle-là, je suis un peu plus calme parce que je sais ce que c'est. Je réalise que c'est la même chose qu'il y a 2 ans, sauf que c'est la veille de la Coupe du Monde et Raymond a, entre guillemets, annoncé que l'équipe qui commençait, c'était son équipe de la Coupe du Monde et j'étais titulaire avec Thierry Henry devant. Donc, je vois mon rêve de Coupe du Monde s'envoler et je vois surtout l'équipe évoluer et aller en finale sans moi. Tu parles d'ailleurs dans le livre du traumatisme de la fin de carrière. Ouais. Arrêter le foot aussi en raison des blessures, et la hanche, etc. Ouais, c'est la petite mort, hein, comme on aime l'appeler. C'est ta vie qui change totalement. Il n'y a plus de réveil, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de mise au vert, mais ça, t'es content. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de but, il n'y a plus tout ça. Donc, on fait quoi? Moi, j'ai la chance d'avoir plein d'autres passions. Dont on va parler maintenant. Oui, effectivement. Et donc je me suis tourné vers autre chose assez rapidement. Mais il y en a qui arrêtent et qui tombent dans des dépressions, dans des moments pas cool. Et franchement, j'ai eu la chance de pas en arriver là. Mais c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le foot en 20 ans donc depuis 20 ans, depuis en gros tes premiers matchs? Tout va plus vite aujourd'hui. Tout va plus vite. Les joueurs passent beaucoup plus rapidement. Les carrières sont un peu moins longues.
Et ouais, non, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. La voiture, alors des voitures, tu en as eu beaucoup. On va parler parmi tes passions, il y a toujours les voitures de sport. Est-ce que celle à laquelle tu es finalement le plus attaché est cette Opel Corsa blanche que tu as achetée à 17 ans avant même d'avoir le permis? Ouais, je vous ai dit, je suis quelqu'un de très organisé, très carré. Je prévois les choses. J'avais pas le permis, mais j'ai acheté une voiture avant. Avant de plus avoir d'argent, j'ai acheté une voiture. Ouais. Bon, et après, la gamme de voitures finalement suivait l'augmentation du salaire. Donc, c'était voilà, donc Golf, Mercedes et la fameuse la Ferrari jaune. Ferrari jaune. Ouais. À 20 ans, je me suis fait un kiff de m'acheter une Ferrari et le coach n'a pas du tout validé ce kiff-là et il m'a interdit de stade. Et il t'a dit, Djibril, tu jettes ton argent par les fenêtres. Ouais, non, mais encore une fois, à 20 ans, il me raconte ça, je m'énerve, on s'embrouille, ok, je ne viens plus avec. Mais en vrai, ça ne sert à rien en fait. Quand on regarde, c'est un kiff, oui, mais tu as 20 ans et tu t'habites à 500 mètres du stade. À quoi ça sert en fait? Les pointes de vitesse. En fait, ouais, voilà, ta Ferrari, tu l'utilises quand en fait? Donc, mais cela dit, tu dis que tu n'es pas du tout attiré par la vitesse. Ouais, c'est pas ton truc. Non, je pense que j'étais dans une période où je voulais m'affirmer, où je voulais jouer les caïds un peu, et je me suis acheté une Ferrari. Mais... Enfin, les footballeurs, en général, quand ils commencent à gagner beaucoup d'argent, c'est le premier achat, c'est la voiture. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un chapitre dans le livre à ce sujet-là. Parce qu'avoir 15 voitures dans son parking, ça sert à rien en fait. Effectivement. Ça sert à rien. Tu n'as pas 15 mains, tu ne conduis pas 15 voitures en même temps. Il n'y a pas 15 jours dans la semaine, il y en a que 7. Normal, donc au pire, tu en as 7 si tu veux. C'est une voiture un jour tous les 15 jours. Ouais, donc non, c'est pas des choses à faire et c'est pour ça que Mais tu as acheté aussi un manoir de 12 hectares. Donc, mais ça, voilà. ça oui. Ça permettait de garer les voitures. Ça, c'est de l'immobilier, donc oui, allez-y. Et aujourd'hui, tu es passionné donc de voitures qu'on appelle les muscle cars. Ouais, je suis très, très voiture américaine, comme on voit là à l'image. Et j'aime bien les modernes aussi, parce que c'est plus confort, c'est plus simple d'entretien, mais je suis très voiture américaine. Et des voitures que tu personnalises, alors... par exemple, tu as fait installer un parquet dans l'une, dans une autre. C'est quand j'étais fou, ça, à l'époque. C'est ça, frigo, machine à café, Xbox. Ouais. Hein, effectivement, aujourd'hui, bon, tu as réduit la voilure, tu n'as plus que 5 voitures, c'est toujours 5. Ça sert toujours à rien. Mais vu que j'ai des enfants, je prévois. Ça, c'est intéressant aussi. On se dit, mais c'est vrai que les footballeurs ne font pas de moto. Et la réponse est très évidente finalement. Ouais, c'est interdit, comme le ski. Comme le ski, j'étais au ski la semaine dernière, mais j'ai pas skié et ça me va très bien. Mais aujourd'hui, tu peux skier, non? Oui, je peux, mais non. Ah, c'est resté. Ouais. Avec une prothèse de hanche, c'est compliqué. Ah oui, pardon. Et le ski nautique était autorisé? Ski nautique, non. Non plus. Non. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, tu dis aussi qu'à Clairefontaine, concernant les voitures, le parking, c'était pas un parking d'exposition de Ferrari et de Lamborghini. On n'y venait pas avec sa Ferrari ou sa Lamborghini. Pas avec sa propre voiture à Clairefontaine déjà. Les maillots, on voit des maillots ici ce soir. Voilà. Ouais. C'est un maillot. Franchement, l'orange, c'est pas le plus beau. Hein, il est important, mais c'est pas le plus beau. J'avoue. Mais toi-même, tu as gardé des maillots. Ah, bien sûr. C'est important de garder une trace et de transmettre ça. C'est plus pour mes enfants. Moi, j'ai les souvenirs dans la tête. Voilà, mon dernier, Gabriel, il va avoir 9 ans. Il n'a pas eu la chance de me voir jouer, sinon tout petit. Et j'ai envie de lui transmettre ça. Mais il y a eu aussi des maillots que tu gardes, des échanges de maillots. Donc avec Beckham, Zidane, Ibrahimovic, Messi. Donc, c'est spontané ces échanges ou est-ce que vous vous arrangez? Enfin, est-ce qu'on dit avant? Il y a un peu des deux. Que tout le monde ne vienne pas non plus vers le même joueur, je suppose. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des échanges qui, vu qu'on se connaît entre nous, ben forcément c'est plus simple. Et il y a des joueurs que tu as envie d'avoir dans ta collection, comme Messi par exemple. Et ouais, tu fais passer des messages à Eric Abidal qui joue dans son équipe
et tu arrives à avoir son maillot. Et tu as gardé tes maillots à toi de toutes les équipes? J'ai un de chaque club. Ouais. Un de chaque équipe. Ouais. Et sinon, il y a des exemplaires qu'on peut acheter. Enfin, je ne sais pas si c'était le tien d'ailleurs. J'ai vu qu'on pouvait acheter un maillot de la JOCR, le blanc-bleu 2002-2003. On l'achète à 250 € aujourd'hui. C'est possible, mais c'est pas le mien en tout cas. C'est pas le tien. C'est le mien, il est chez moi. Et voilà. Ah ouais. Ouais. J'ai pas joué avec celui-là par contre. C'est pas mon époque. C'est pas mon époque ça. Bon. Ça c'est après, c'est GLN, tout ça. C'est pas moi ça. Les bons. Mais je te signerai quand même si tu veux. Pas de problème. Les bons et mauvais côtés, Djibril, de la vie publique. Ouais. Tu racontes notamment une photo prise à ton insu, enfin de loin, dans une boîte en Angleterre où on dit Djibril Cissé, la tête après une soirée très arrosée, sachant que tu ne bois pas une goutte d'alcool. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie, donc non. Donc ça veut dire que là aussi, c'est un conseil pour les gens. Il faut être très vigilant à ça. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, nous, il y avait ce qu'on appelait les paparazzi, qui avaient des gros appareils qui étaient visibles. Là, aujourd'hui, tout le monde peut être un paparazzi avec les portables et ça va beaucoup plus vite parce que c'est instantanément sur Internet. Et puis aujourd'hui, les footballeurs, enfin, peut-être pas que les footballeurs, mais les footballeurs ont de l'argent. C'est sans doute pour cela, doivent faire très attention aux sextapes. Exactement. Faut faire très gaffe. Et que ce soit les footballeurs et les footballeuses aussi, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Ça va dans les deux sens. Il faut faire attention à qui on fréquente. Moi, j'ai lu, alors est-ce vrai ou pas, que tu avais toi-même dû payer en 2008? Non, vous avez mal lu. Donc faut bien lire. Non, faut bien lire. Donc, alors, j'ai mal lu. Et que faut-il bien lire? Ah non, ils ont essayé, mais non, oui, ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Bon, mais les bons côtés, c'est aussi l'enthousiasme des supporters et des moments inoubliables. Je pense notamment, c'était à l'aéroport d'Athènes. Ouais, il y a des moments extraordinaires dans une carrière, cette cohésion, ce mélange, cet amour entre enfin, moi je parle de moi, le buteur et le public. Et l'arrivée à Athènes, or que j'avais pas encore signé, c'était compliqué de dire les gars, je suis juste venu voir le club, finalement je signe pas. Je suis juste en repérage. Ouais, mais juste l'amour qu'ils m'ont transmis pendant juste au moment où j'arrive, c'était signé déjà pour moi. Ouais. Alors les passions, Djibril, la mode. Et la mode, tu dis en parler déjà dans le vestiaire avec d'autres joueurs, avec Emmanuel Petit ou avec Thierry Henry par exemple. Donc il y a un certain nombre de joueurs qui sont également passionnés par la mode. Oui, c'est Dacour. Sachant que Olivier les Dacour footballeurs était sont très lookés. Hein. Ouais, après les gens on aime ou on n'aime pas, mais il y a des joueurs qui aimaient ça. Olivier Dacour était très mode. Manu Petit était très très mode. Thierry aussi, mais voilà, c'était des styles différents. On avait tous notre propre style, mais c'est vrai que ça et la musique, c'était vraiment deux sujets. C'est ça. Mais toi, tu fais partie des précurseurs pour les coupes de cheveux extravagantes. Bon, les tatouages, on en reparlera. Et le plaisir de défiler. Ouais, j'ai défilé quelques fois. J'ai eu la chance de défiler pour Jean-Paul Gaultier, son dernier défilé. J'ai fait Marine Serre aussi, qui est une marque qui commence à vraiment prendre de la place dans la mode. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime faire. Une anecdote marrante, petite anecdote de Jamel Debbouze en voyant la taille de la bague que tu avais au doigt. Jamel. Ouais, la première fois que vous voyez, j'ai des grosses bagues. Et le jour où la première fois qu'il me voit, il me dit ouais, mais ta bague elle fait appartement aussi ou comment ça se passe? J'ai dit ouais, bon, c'est du Jamel. Alors bon, parfois les footballeurs collaborent avec les marques pour l'argent, bien sûr, mais pour toi c'est vraiment c'est une vraie passion. Ouais, et tu as créé une ligne de vêtements. Hein. Ouais, j'ai ma marque qui s'appelle Monsieur Lenoir. Monsieur Lenoir. Pourquoi Monsieur Lenoir? Monsieur Lenoir, c'est un jeu de mots déjà de base. Et c'est aussi au quartier où j'habitais à Arles, donc il y avait les Arabes, il y avait les Noirs, il y avait les Chinois, il y avait les Blancs. Et entre nous, c'était l'Arabe ou le Blanc ou le Noir. Et mon frère, j'ai le souvenir de mon père qui reprenait les gens et qui disait oui, vous pouvez nous appeler le Noir, mais pour vous c'est Monsieur. Donc on est des Monsieur, donc vous nous appelez Monsieur le Noir. Donc du coup, Monsieur le Noir. Et du coup, ça a été le nom de la marque. Quel est ton rôle actif dans les créations? Tout. Oui, je suis à la DA, je suis pas à la fabrique parce que je fabrique pas, mais
Mais en toutes les pièces qui sortent, c'est validé et créé par moi. Je ne sais pas si un jour, alors est-ce peut-être arrivé, je l'ignore, mais as-tu rêvé de faire défiler Giroud avec les vêtements de Monsieur Lenoir? Ça peut être un concept, là. Ouais. Ça peut se tenter. Pourquoi pas? J'y en parlerai. Tu pourras dire que l'idée est née au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Alors ça, c'est intéressant aussi quand tu expliques que finalement, pour un footballeur, comme pour un comédien, comme pour un chanteur qui se prépare à entrer en scène, eh bien, se coiffer, par exemple, tous les préparatifs, alors on pense bien sûr aux préparatifs physiques pour le match, mais la préparation de son aspect physique pendant le match, se coiffer par exemple, tu dis qu'un ou 2 jours avant le match, tu es allé chez le coiffeur, et pour la coupe, la couleur, donc tu prenais vraiment soin de tout cela. Ouais, oui, moi c'était important. C'était important en tout cas moi je me sente frais. Et donc c'était coiffeur toutes les semaines. Et tu te disais que tu jouais mieux finalement aussi? Ouais, j'étais la meilleure version de moi-même pour que l'athlète soit au mieux, comme je disais. Et j'ai fait des conneries aussi des fois. J'ai raté un match pour une histoire qui était très très marrante, enfin qui a moins fait rire mon coach. Je m'épile, hein, ok, donc avant les matchs. Donc je mets de la crème épilatoire où il faut pas, ok, et je la laisse un peu trop longtemps. Donc du coup je me brûle au niveau des adducteurs et je ne peux pas courir parce que ça fait mal. Et du coup j'étais en Italie à la Lazio et le coach me dit ouais d'accord, et j'explique comment que tu peux pas jouer. J'ai dit, je sais pas, dites que je suis blessé. Il dit, non, je vais pas dire en conférence que tu t'es brûlé les couilles. Il me dit, donc on fait comment? J'ai dit, ou je serre les dents et vous me mettez remplaçant et je rentre en fin de match, ou je joue pas. Donc c'est ce qu'on a fait. Il m'a mis remplaçant, je suis rentré en fin de match. Mais voilà, à vouloir être beau, hein, des fois on se brûle les couilles. On retient conseil aux jeunes footballeurs. Hein. Ouais, conseil. Conseil, vous épilez pas les couilles du coup. Allez, on regarde la photo suivante. Ah, le frérot. Frérot, hein. Ouais, c'est plus qu'un frère. On s'est connus. Moi, j'étais blessé, lui, il sortait de Popstar. On a grandi ensemble. Voilà, on s'est épanoui ensemble. Il est parrain de mon fils Prince. C'est quelqu'un de. Ouais, voilà, c'est un frère. C'est un frère. On n'est plus amis. On a dépassé ça. Ouais. D'ailleurs, un jour, tu lui as fait un beau cadeau quand tu étais à Marseille. Hein. Tu lui as permis de venir s'entraîner avec l'équipe. Ouais. Mais il aurait pu. Alors, il faut dire qu'il a aussi le football dans son ADN, hein, Matt Pokora, puisque son père était footballeur d'origine polonaise. Hein. C'est ça. Il a fait des essais à Sedan, si je ne me trompe pas. Il a un très bon niveau, parce qu'on joue encore de temps en temps ensemble. Et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose, mais. Qui ça? Oui, mais là, on parle de Matt. Merci, Stéphane. On ne parle pas de son père, on parle de Matt. Oui. Enfin, bon, le père, oui. Et alors, il faut dire qu'il y a un lien, effectivement, dans la région, des attaches dans la région, et sa maman, alors, entre Strasbourg tellement ils sont et fiers sa maman... du MCMS, ils ont mis son père dedans. Bravo. Et donc, sa maman Brigitte, qui est originaire de Thionville, donc tout près d'ici, effectivement. Et il aurait pu, effectivement, être pro aussi. Ah oui, il a ce qu'il faut, mais voilà, il y a eu le chant, mais ça reste quand même une grosse passion, et l'OM est son club de cœur. Et vous partagez un tatouage commun? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc tout simple. X. Exactement. Et souvent, je lui dédiais des buts. Quand on me voyait faire ça, c'était pour lui. Et c'est donc quasiment immédiatement après lui avoir demandé que Matt Pokora a accepté de s'adresser à toi ce soir. Ah, Djibril, mon ref, écoute, on me demande une anecdote pour toi. J'en ai plein des anecdotes, mais pour changer un peu, moi, il y en a une qui m'avait marqué, c'est la fois où on se baladait à Athènes, que tu joues au Panathinaikos et qu'on a croisé un supporter grand, costaud, barbu, tatoué, qui faisait peur au premier abord et qui, dès qu'il t'a vu, la première chose qu'il a voulu faire, c'était t'embrasser les pieds.
Je me rappellerai toujours de ça, à quel point tu étais vénéré là-bas, et tu l'es toujours d'ailleurs. Et ça, je sais pas si tout le monde s'en rend compte en France, à quel point Panathinaikos, tu es une légende, et à quel point les gens t'ont vénéré là-bas. Voilà, bah écoute, passe un bon moment là-bas, je t'embrasse. Salut Luxembourg. Merci beaucoup, Matt Pokora. Donc, et alors, lui as-tu permis qu'il t'embrasse les pieds ce jour-là? Non, mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très, très, très important. C'est quelqu'un de cher à mon cœur et je connais son emploi du temps et qui trouve le temps parce que l'envie, je sais que l'envie, là, il n'y a pas de problème, mais qui trouve le temps de faire, c'est assez fort. Je crois que tout Donc, le monde. merci, vraiment. Mais tout le monde est touché. Merci. On n'a pas encore parlé on a à peine évoqué les tatouages. Ouais. Oups. Ah, j'ai entendu des Alors, on s'est dit qu'on allait d'abord montrer le verso avant le recto. Et bon, il y a beaucoup à lire hein, finalement sur ton corps. Ouais, faut avoir le temps. Ouais. Faut avoir le temps. Mm. Et c'est marrant. Alors, c'est une passion, mais ton premier tatouage, tu as dû mentir parce que tu étais mineur. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui, j'en doute. Enfin, je ne sais pas. Mais à l'époque, il fallait une autorisation parentale pour être tatoué. Ouais, fallait être majeur. Donc, j'avais que 16 ans à l'époque ou 17 ans. Donc, je me pointe chez le tatoueur pensant qu'il pouvait me tatouer. Il me dit non, t'as pas l'âge. Donc, du coup, je rentre au centre de formation, je prends un papier, j'écris une lettre. Je sous-signais, Madame Cissé autorise mon fils à se faire tatouer. Je retourne le lendemain matin et je me suis fait tatouer. Et elle a dit quoi, Madame Cissé, quand elle l'a vu? Elle l'a pas vu, je la voyais une fois de temps en temps. Mais Donc, elle a bien j'ai fini par pu le cacher. Oui, elle ne l'a jamais vu. Celui-là, non. Elle a vu tous les autres, mais parce qu'il est recouvert. Mm-hmm. Mais non, première fan maintenant, ma mère. Première fan de mes tatouages. Ouais. Donc, tu as des ailes dans le dos. Ouais, c'est pour. Donc, Djibril, c'est l'ange Gabriel pour chez les musulmans. Ouais, Gabriel. Donc les ailes, ouais. Alors, tu fais partie des premiers footballeurs tatoués. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est plutôt l'inverse. C'est ceux qui ne sont pas tatoués qui sont rares. Ouais, même dans la vie de tous les jours. Ouais, dans la vie de tous les jours. On va faire un sondage. Ah oui. Qui est pas tatoué là aujourd'hui? Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Ah, si, quand même. Ah, ouais. Bon, et qui est tatoué alors? Ah non, c'est. Non, on est moins. Là. Ouais, non, ça reflète pas. Hein. Luxembourg, je suis déçu. Voilà. Non, mais il y en a qu'on a 2 ou 3 ou 4. Donc ça. Ils en donnent à tous ceux qui sont pas tatoués, c'est bon, on passe. Donc il y a le logo du club à Athènes, il y a les étoiles. Enfin, si tu nous énumères un petit peu ce que tu as sur le corps, on a des photos aussi. On va regarder d'autres photos, effectivement. Ouais, il y en a un peu. Hein. Mm-hmm. Il y en a un petit peu. J'ai de tout. J'ai des trucs qui sont importants, comme les prénoms de mes enfants, des dates de naissance aussi importantes, mais j'ai des trucs aussi. J'ai des conneries aussi. Hein. J'ai un smiley, j'ai un squelette de poisson. J'ai des trucs j'ai des trucs cons. Ouais. Mais j'aime bien. J'ai de la place, donc il faut y aller. Et le 9 aussi. Ouais, j'ai le 9. J'ai le crâne, j'ai des endroits qu'on peut pas dire, j'ai plein de trucs. On va regarder un extrait d'un des films dans lesquels tu as tourné, ta carrière cinéma. C'est vrai que tu n'as interprété qu'un seul rôle au cinéma, Djibril. Alors je sais pas si c'est un rôle de composition, parce que tu as incarné Djibril Cissé. Ah, c'est marrant. Vas-y, t'as les pieds en plaque au plâtre. Essaye de les garder dans les limites du stade, hein, quand même. Oh, le bidon. Oh, allez, mais va-t'en. Mais même ma petite sœur, elle tire plus fort que toi. Tu resteras à 9 mètres 15. Mais les gars, c'est à 9 mètres 15. 9 mètres 15, c'est ici. Allez, on est à 9 mètres 15 là. C'est bon, ça va. On est à 9 mètres 15. 9 mètres 15. Allez.
C'est devant. Encore. Allez. Sinon, c'est carton. Même pas mal. Hein, même pas mal. Oh la vache, la marcasse. Oh la fuste. Oh putain. Oh, regarde, soulève le bras. Alors, c'est qui la petite sœur? Alors, ce ne sont pas des trucages numériques. Hein. Non, mais au départ, je n'osais pas parce qu'un ballon, je les prends dans la tête. Parce genre, que tu es réputé pour ça aussi, la force. Ouais, je faisais pas dans la dentelle, comme on dit. Et eux, limite, ils m'engueulaient. Non, mais tire plus fort, tu tires pas plus fort, tu vas niquer notre film. Ouais, tu veux qu'à cause de toi, le film, il marchera pas. Parce que de base, ils avaient contacté Roberto Carlos pour vous dire comment ils sont fous, les mecs. Et donc, ils n'ont pas eu de réponse, bien sûr. Et ils m'ont contacté. Mais sur la fin, vous connaissez la bande à Mika? Il y a Teufa, donc il y en a un qui est un peu imposant. Et au départ, en fait, on le voit pas lui. Il est dans le mur d'habitude, mais c'est lui qui prenait tout parce qu'il est un peu imposant. Et du coup, ils l'ont enlevé parce que les autres ne prenaient pas assez de coups. Mais visais-tu des parties précises de leur corps? Franchement, non. C'était puissance max et blesser quelqu'un, quoi. Et ils étaient très contents à la fin. Ben, c'était ça. Vous l'avez vu la partie de Mauresmo? Les services? Donc, non, il fallait ça. Eux, ils voulaient. L'objectif, c'était que je blesse quelqu'un. Voilà. Et tu as touché un cachet pour ça ou c'est venu gracieusement? Je me rappelle plus, mais non, je pense qu'il y a du. J'avais un agent à l'époque, donc je pense qu'il a dû négocier ça. Allez, on a une autre question. Non, c'est bien lui, c'est bien Magloire. Salut à tous et surtout à Djibril Cissé. On me demande de te poser une question. Alors moi j'en ai une que je me pose depuis très longtemps. Lorsque tu nous régalais sur les terrains de foot, est-ce que déjà tu pensais à nous régaler derrière les platines? Enfin, un petit potin de star, est-ce que déjà dans le bus de l'équipe, tu mixais quoi? C'est ma question. Voilà, bonne soirée, plein de bonnes choses à tout le monde et surtout à toi, cher Djibril. J'aimerais bien te voir derrière les platines, en vrai cette fois-ci. Salut. Eh ben, ce sera tout à l'heure au check-in à Luxembourg, à côté de l'aéroport du Findel. C'est ça. Donc voilà, étais-tu, avant d'être DJ, déjà le DJ de l'équipe? Ben, moi, j'ai commencé à mixer, j'avais 14 ans. Donc, ouais, en tout cas, moi, perso, j'étais tout le temps avec mon casque et dans ma bulle. C'était aussi en musique. Au moment de la concentration, d'ailleurs. Hein. Ouais, et après, c'est arrivé un peu plus tard où on avait le droit de mettre un peu de son dans le vestiaire et un peu à la culture anglaise qui est arrivée, c'est un peu plus tard. Mais c'est vrai que voilà, quand on avait le droit de mettre un peu de musique, c'était moi qui m'en chargeais. Et puis bon, il faut dire que tu as rencontré beaucoup d'artistes, des DJ, des musiciens, Ayam, entre autres, qui sont aussi souvent des passionnés de foot. Et qui étaient fans de toi et toi fan d'eux, mais exactement. Entre fans. La chance que j'ai eue, c'est ça, c'est que les gens aiment le foot et je réalisais pas à quel point le foot prenait de la place et j'ai rencontré plein de gens grâce au foot, dont Maria Carey. Waouh. Ouais. Et il s'est passé vraiment quelque chose, une vraie rencontre. Rien passé, non. Non, mais on n'est pas là pour créer pas des situations là. C'était pas ma question. Il s'est rien passé avec Maria Carey, non. Mais une complicité quand même. Non, j'ai mixé avant son concert à Bercy. Ah ouais. Voilà. Ça aurait été pas mal. Alors, Djibril DJ, en même temps, on se dit, quand on regarde ton nom, on se dit que finalement, mais c'était là depuis le début. On me l'a déjà fait. C'est vrai. DJ Djibril. Ben oui, enfin dans Djibril, il y avait DJ. Ouais, c'était un signe peut-être.
Peut-être, il n'y a peut-être pas de hasard, effectivement. Donc, on va peut-être... alors, faut dire que la musique aussi, tu as côtoyé des artistes. Tu rappelles qu'à Auxerre, par exemple, tu as bien connu Mélanie Georgiades, je ne sais pas si on disait Georgiades. Georgiades, et des origines chypriotes. Hein. Jams, madame, mademoiselle, la meilleure rappeuse française, sans conteste. Et heureusement pour les jeunes de maintenant qu'elle a arrêté, parce que sinon... elle aurait rétamé tout le monde. Mais elle a choisi une autre voie, un autre chemin. On respecte ça, on l'aime quand même, on l'aime toujours. Mais c'était une putain d'artiste. On va te regarder mixer. Djibril. Chiba, 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 Chiba. Le foot, etc. Ouais, c'est dur à comparer. C'est dur à comparer, mais la finalité est la même. Il faut qu'on fasse kiffer les gens. Il faut que les gens rentrent chez eux avec un smile et en ayant passé une bonne soirée. Moi, mon but, c'est le cas de le dire, étant joueur, c'était de justement marquer des buts, que les gens soient contents, que mon équipe gagne et que tout le monde rentre satisfait le samedi ou le dimanche soir à la maison. Là, c'est un peu pareil. C'est de passer des sons qui font plaisir aux gens, qui ramènent des souvenirs aux gens et qui rentrent chez eux en ayant passé un moment sympa. J'avais une autre question encore en lien avec le foot, c'est la dégradation de l'ambiance aujourd'hui dans les stades, autour des stades. On parle parfois de délinquance. Je lisais un titre, faut-il avoir peur des supporters, avec des attitudes d'insultes, des attitudes racistes, ce que tu as d'ailleurs vécu toi-même. Ça t'est arrivé donc lors d'un match. Ouais. On a vu aussi un supporter des Girondins qui avait agressé le buteur de Rodez, qui était descendu sur le terrain. Tu constates cette dégradation? Après, c'est des cas isolés, c'est quelques petits cons qui essayent de ruiner des matchs et l'ambiance. En général, les supporters se comportent bien, sont là pour supporter leur équipe, en famille souvent. Donc des abrutis, il y en a partout. Les bus caillassés. Et il faut pas faut pas s'arrêter que sur ça. Mais c'est vrai que c'est devenu assez fréquent. Et avant qu'on perde quelqu'un, il faut que les autorités arrivent à gérer ça. Mais moi, j'ai plus envie de parler des supporters qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour supporter leur équipe, qui sont là pour mettre l'ambiance et venir en famille, même si, comme j'ai dit, on peut pas cautionner ça. Et il faut taper, mais taper très fort. Une info, je ne sais pas si tu es au courant, qu'à l'été 2025, nous aurons un musée ici en Lorraine, à Jeuf. Donc Jeuf, ça te fait penser à un joueur, à Michel Platini. Bien sûr. Et donc, les amateurs de foot pourront visiter un musée qui est un projet porté par Michel Platini à Jeuf. Et c'est un musée dans lequel sera retracée l'histoire du sport dans la société française et du foot du 19e siècle à aujourd'hui.
Donc j'espère qu'un jour tu viendras peut-être au moment de plaisir. l'ouverture dans ce musée. Une dernière question. Tu es, alors peut-être ça peut surprendre, passionné par la pêche. Ouais. Alors ta vie est entre la Corse et Paris. Pourquoi ça rigole? Pourquoi? J'aime la pêche. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des pêcheurs? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez manger du poisson? Il va sortir tout seul de l'eau? Il faut que quelqu'un le pêche, non? Alors. C'est en Corse? Tu pêches en Corse? Ben, j'ai commencé à pêcher jeune quand j'habitais à Arles encore. Et, donc on m'a amené une fois à la pêche et j'ai accroché. Et du coup, oui, maintenant je pêche en mer, je pêche en Corse beaucoup. Est-ce que tu vas, c'est juste pour faire une espèce de jeu de mots, bon, un peu pauvre, mais vas-tu créer une ligne de vêtements pour la pêche? Des articles, je peux incorporer des articles. Voilà, la mode d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gilets de pêche, de gilets techniques, des vêtements même de travail, donc du bleu de travail, des salopettes. Je pense que je peux glisser un gilet de pêcheur. Ouais. Donc Monsieur Lenoir, pêcheur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors des questions pour Djibril, les Messins et autres. On a un micro qui peut circuler. Est-ce qu'on peut allumer que je vois les gens? On va allumer. Djibril. Stéphane. Il paraît que le jeudi, tu es à Auxerre et que tu vérifies les compteurs des attaquants, c'est vrai? Non. Et on dit OCR, comme on dit Metz. Désolé. Ok. Merci. je me suis fait engueuler, donc je renvoie la bastos. Mais non, j'entraîne les attaquants, oui, de la GIA. Ouais, je prends pas d'RSIG, la GIA, c'est mieux. Le jeudi matin, donc j'ai les attaquants des pros le matin et les jeunes l'après-midi. Et non, j'ai plus une relation de grand frère avec eux, parce que je pense pas, je vais pas leur apprendre à frapper dans le ballon et à dribbler. Donc j'ai plus cette relation de grand frère qui a vécu la situation qu'on est en train de vivre. Voilà, quand un attaquant galère à marquer, qui commence à gamberger, à se poser des questions, ben c'est là où je le rassure un peu et qu'on essaye de trouver des moyens de travailler. Donc des fois ça passe par du travail à vide, juste dribbler un mannequin, frapper, retrouver le but, retrouver les gestes. On repart à zéro, hein, carrément des fois, et jusqu'à retrouver la confiance et retrouver le chemin du but et l'efficacité. Et c'est ça mon rôle, parce qu'il y a un coach, parce qu'il y a un staff qui est là tous les jours. Moi, je suis là que le jeudi, donc je peux pas arriver et faire des miracles le jeudi, mais par contre, je peux mentalement leur donner ce coup de main là. Autre question? C'est moi. Je vais te le signer, promis. Merci, frérot. Merci beaucoup. Viens. Après, on va terminer. Peut-être, et puis il y aura un moment de signature après. Il n'y avait pas de questions, alors? Il arrive, en tout cas. Bon. Ouais, ça nous empêche pas d'avancer avec une question. Pas de problème, viens. Bon, alors, la question. Djibril? Oui. Est-ce que ton plus grand regret, c'est de ne pas avoir atteint les 100 buts en championnat de France? 96, plus grand regret, non, mais en tout cas, ça fait mal. Ça fait mal parce que être si près de cette barre-là, des 100 buts, ouais, je le vis mal. Je le vis mal et je me dis que, encore une fois, le coach avait raison, parce que dans cette fameuse interview où il dit que j'ai un jeu de tête de DH et un pied gauche de joueur de PH, peut-être qu'avec un meilleur pied gauche et un meilleur jeu de tête, j'aurais mis 4 buts de plus. Et du coup, je les ai pas mis. Donc il avait peut-être encore une fois raison. À un moment, tu songeais revenir, essayer de revenir pour justement y arriver? Ouais, on a soumis l'idée, mais je pense que les clubs n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas cru au truc. Ils ont cru peut-être que c'était une blague, or que je blaguais pas du tout. On a une autre question. Alors en bas, en haut. Ah oui. Donc Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il a fait ses preuves, le garçon, quand même. Il a gagné des titres. Jean-Claude.
je lui souhaite vraiment de gagner l'Euro pour qu'il soit au complet, hein, qu'il ait tout gagné. Mais c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un de très, voilà, très droit, vraiment focus dans son travail, dans ce qu'il a à faire. Et c'est, qu'est-ce qu'on peut dire sur Didier Deschamps à part que ce soit un gagnant dans l'âme, que ce soit joueur, c'est un mec qui lâche rien, qui a tout gagné. En coach, pareil. Donc voilà, grand chapeau à lui, félicitations, et qui nous amène encore un trophée au mois de cet été. Ben, ça enlèverait rien au palmarès de Deschamps. Un jour ou l'autre, il passera la main. Et le prochain, si c'est Zidane ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, ben, aura la lourde tâche de passer après Didier Deschamps, ce qui est pas simple. Mais en tout cas, un grand coup de chapeau à Didier. Alors, je voulais savoir quel a été ton cheminement mental de ta première grave blessure jusqu'à ton retour sur le terrain. Très bonne question, parce qu'elle peut aider des gens, sportifs ou pas forcément d'ailleurs. Ça arrive d'avoir des moments difficiles, qu'on soit électricien, plombier, footballeur, tennisman. Là, c'est une blessure, donc c'est physique. Donc déjà, si toi, tu te dis que tu vas pas y arriver, il y a beaucoup de chances que ça se passe comme ça. Moi, je me suis mis de suite en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? On analyse, on réfléchit. C'est grave, oui. On a dit tu vas être arrêté pour le football. On t'a dit le football c'est mort. Non, c'est pas ton truc. Toi, tu es là pour défier les gens, tu es là pour défier la médecine. On va essayer. Donc c'est ce que je me suis dit. Moi, le docteur, la première phrase du docteur, c'est ta saison est finie. On verra l'année prochaine. Moi, j'étais pas trop chaud avec ça, hein. On va pas se mentir, j'avais d'autres plans. Et du coup, je me fais opérer. Et je me dis, c'est le cerveau qui envoie les ondes au corps. Donc, mon cerveau, il faut qu'il soit au top. Il faut qu'il soit au max, qu'il me dise, limite qu'il abuse, qu'il me dise, tu vas revenir demain. Même si on le sait que c'est pas comme ça. Et du coup, je me mets l'armure de, je fais tout ce qu'il faut. J'écoute mon corps. J'écoute le staff médical et j'avance. Et mon corps me fera avancer comme je veux avancer. Et c'est ce qu'on a fait 2 fois, 3 fois même, parce que j'ai une prothèse de hanche et j'ai joué avec ma prothèse. Et je me suis dit, voilà, en fait, il n'y a que toi. C'est toi et toi. Il n'y a plus ta famille, il n'y a plus ta femme, il n'y a plus tes enfants, il n'y a plus ton coach. Une fois que tu es face à la blessure, c'est toi qui décides si tu veux revenir ou si tu ne veux pas revenir. Si tu veux revenir, tu feras tout ce qu'il faudra pour revenir. Si tu ne veux pas revenir, tu iras aux soins en retard, tu ne feras pas les séances comme il faut les faire et tu prendras 1 mois, 2 mois, 3 mois de retard et tu as un autre joueur qui viendra prendre ta place et ça sera la fin de toi. Mais ce n'est pas ce que j'ai décidé. Moi, j'ai décidé de revenir au plus vite sans faire n'importe quoi. Comme j'ai dit, vraiment en écoutant mon corps et le staff. Et ça s'est très bien passé 3 fois. Et c'est un des conseils aussi que je donne aux jeunes qui se blessent, c'est de pas se dire c'est fini, je vais pas y arriver, le foot c'est fini. Non, c'est pas comme ça. On écoute, on crée un programme, on met un protocole en marche médical et on le suit et ça se passera très bien. Mais toujours être positif. Donc, allez, est-ce qu'on prend la dernière cette fois? Allez, bien sûr. La dernière. Il y en a 2. Allez, 2. Une là, une là-bas. Il y en a 2. Il y a 2 mains levées. 3, mais non, 2. Allez. Bonsoir, Djibril. Yes, chef. J'ai une question sur ta carrière. Tu as joué dans des clubs avec parmi les meilleurs supporters du monde. Alors, ma première question, c'est est-ce que ça a pesé dans ton choix de carrière? Et ensuite, quel club t'aurais voulu connaître justement pour découvrir encore un autre public aussi chaud que Marseille, Bastia, Liverpool, le Pana, la Lazio? Alors, ta question est très bonne. C'était vraiment essentiel, moi, voire primordial d'avoir un public. D'avoir un club, à part le Qatar, on ne va pas se mentir. C'était très, très important. Bastia, je suis rentré pour ça. Le Pana, extraordinaire. Liverpool, on n'en parle pas. L'OM, le meilleur de France. On ne va pas dire n'importe quoi. Et j'aurais bien aimé jouer au Barça parce que je suis fan du Barça. Donc j'aurais bien aimé connaître ce stade-là. Mais je l'ai connu, mais en tant qu'adversaire.
Merci pour la question. Donc, on avait ensuite dans les personnes pour Il y en avait une autre là-bas. Voilà. Bonsoir, Djibril. Bonsoir. C'est une petite question, mais je voulais demander, Thierry Henry, c'est mon joueur préféré. Bonjour. Est-ce que tu étais plus rapide que lui? Avec ou sans ballon? Non, c'est les deux. C'est une vraie question. Les deux. Avec ballon, non. Il est beaucoup plus à l'aise techniquement que moi, donc sans ballon, non. Avec ballon, non, pardon, mais sans ballon, je pense que oui. Sur un 100 mètres, je pense que oui. Merci. Alors, et là, on fait la dernière. Donc, on avait la question devant. Attends, je viens. Merci. Alors, 2002, tu es le meilleur buteur du championnat français. Ouais. Trezeguet d'Italie avec la Juve. Je vois où tu veux en venir. Henry, Arsenal. On n'a pas mis un but en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? C'est ça que tu veux. Même si. Toi, tu veux que je rentre chez moi me pendre. Alors, de mémoire, c'est ça que tu veux. C'est toi qui t'es le plus rapproché du but avec un poteau sortant. Mais à part la blessure de Zidane avec ce match stupide 3 jours avant le démarrage contre la Corée du Sud, qu'est-ce qu'il aurait fallu, à part plus de chance, pour faire quelque chose avec les 3 meilleurs buteurs du monde? Pratiquement à cette époque-là pour moi. C'est une bonne question de journaliste de l'équipe. Ou de France Foot à l'époque. Ou de 11 mondial. Franchement, combien de fois j'ai pensé à ça? Moi j'ai mis 26, Titi a mis une trentaine, David pareil. On était presque à 100 buts à 3 et on n'a pas réussi à en mettre un. Moi, à ma décharge, j'ai pas joué beaucoup, j'avais 20 ans, mais ça n'enlève rien au problème. Il y a eu, c'était une période assez noire pour l'équipe de France parce qu'on perd le titre, on perd Zizou. Mentalement, ça met un choc. Hein. Ça met un choc de perdre ton meilleur joueur, ton magicien, le joueur sur qui voilà, tu te reposes et que tu sais qu'à n'importe quel moment il peut débloquer un match. Ben, tu l'as pas. Mentalement, ouais. Puis Robert aussi, mais voilà, Zizou, ça reste sans vouloir manquer de respect à Robert, quelqu'un que j'adore et que je respecte beaucoup. Zidane, c'était le joueur qui tout le monde le craignait. Voilà, et à n'importe quel moment, il pouvait débloquer un match. Et du coup, de ne pas l'avoir, peut-être mentalement, ça nous a fait mal. Après, on a eu beaucoup de poteaux, beaucoup de barres, beaucoup de malchance, comme tu dis. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse pas que sur 3 matchs, on a mis 0 but. Et ça reste une des déceptions de ma carrière en équipe de France. Eh ben nous, le plaisir et la satisfaction, c'est de t'avoir accueilli ce soir, Djibril, ici au Casino 2000.